Alors bonsoir à tous. Merci Vincent, merci Gabriel pour cette invitation. Ce que je disais tout à l'heure, je trouve ça super que sur Vichy aussi il y ait des initiatives de ce type qui se créent. Et donc je viens ce soir partager avec vous, je vais essayer le moins rébarbativement possible, mon humble expérience, on va dire, ce que j'ai vécu un petit peu les dernières années dans ma vie entrepreneuriale et ce qui s'est passé, et voilà, mon vécu tout simplement. Alors moi, à la base, je suis pas un entrepreneur. Je suis même pas du tout un entrepreneur. Je suis un développeur. Je suis un informaticien. Je viens du monde technique et je n'avais pas pour vocation d'entreprendre, de créer une entreprise. J'avais en fait, quand je reviens un petit peu sur mon passé, j'avais un rêve et je pense que beaucoup l'ont eu. Bon, j'étais jeune, hein, il y a une quinzaine d'années. J'avais un rêve, c'était d'être capable de créer quelque chose qui soit automatisable et qui me permette finalement de vivre sans avoir à travailler. Alors je me souviens quand j'avais 16, 17, 18 ans, je racontais ça à tout le monde, je disais tu verras, à 30 ans, j'aurai plus besoin de travailler. J'ai 30 ans et j'ai toujours besoin de travailler. Donc c'était un petit peu voilà, et je cherchais finalement à lier le développement, la technique, à ce projet de rêve. Et donc finalement, par la force des choses, à vouloir essayer de créer des choses, à essayer de créer des micro-projets, je me suis retrouvé et je me suis rendu compte un jour que j'étais entrepreneur, que j'essayais de créer un service que j'allais monétiser. Donc tout simplement la définition finalement de l'entrepreneur. Créer un produit ou un service et essayer d'en tirer de l'argent. Ma première vraie expérience entrepreneuriale, que j'aime bien définir comme le plus bel échec de ma vie, comme pour beaucoup d'entrepreneurs. Vous allez voir, en fait, je vais essayer de vous parler de rebond, parce que c'est le thème, hein, voilà, mais aussi d'échecs et finalement plus de vie d'entrepreneur. C'était dans le monde du e-commerce. J'étais étudiant, donc j'étais informaticien à l'époque, et j'ai eu un super projet qui consistait à vendre du prêt-à-porter féminin. Avec le recul, c'était une idée totalement stupide et idiote. Pas désintéressante, mais stupide et idiote, dans le sens où je ne connaissais rien à la mode, je ne connaissais rien à la vente, je ne connaissais rien au marketing, mais j'avais la sensation de pouvoir faire cette chose. Parce que l'entrepreneuriat, j'ai toujours eu un point d'honneur, c'est-à-dire si un jour si vous êtes entrepreneur ou si vous êtes amené à entreprendre, je suis toujours parti du principe que quand on veut essayer de créer quelque chose, quand on veut essayer de faire quelque chose de sa vie, il ne faut pas partir à la recherche d'une idée, de se dire tiens, quelle idée est-ce que je peux avoir? Il faut être capable de mesurer quelles sont vos compétences, quel est votre domaine d'activité, quel est votre secteur d'activité, qu'est-ce qui vous passionne, qu'est-ce que vous savez faire. Et en fonction de ces passions et de ce qui vous plaît, de ce que vous savez faire, essayez de les agréger pour finalement en construire un projet. Et moi, finalement, les choses ont véritablement commencé pour moi. Donc, quand j'étais étudiant, quand j'avais un ami à moi qui avait plusieurs boutiques de chaussures. Et il m'appelle, donc il était dans une situation très complexe, il était surendetté, il avait plusieurs boutiques en France et il m'appelle et il me dit « Écoute Charles, je sais que tu es bon en informatique, si vous êtes entrepreneur, ne faites jamais ça. Je sais que tu es bon en informatique, est-ce que tu peux me lancer un site e-commerce ?» On sait avec le recul qu'on n'appelle pas un développeur étudiant pour se lancer dans le monde de l'e-commerce quand on a une entreprise. Parce que la probabilité de réussite, elle est très faible. Pour le coup, ça s'est bien passé. C'est en fait moi ce qui m'a lancé dans ce milieu-là. C'est-à-dire qu'en gros, on a lancé son site e-commerce et avec quelques techniques de ce qu'on appelle aujourd'hui le growth hacking ou le terme de pirater sa croissance, comment être capable par des mécaniques qui sortent un petit peu des sentiers battus de développer ses ventes et donc de développer sa croissance. Et donc, je lance son e-commerce et très rapidement, on vend 50 paires de chaussures par jour, puis 100 paires de chaussures par jour. Et il y a une dynamique qui s'est créée autour de ça
et qui était totalement folle. Malheureusement, ça n'a pas suffi parce c'était vraiment quelqu'un qui était surendetté. Et du coup, fort de cette expérience en tant qu'étudiant, je me suis dit, bon, je vais me lancer à mon tour dans l'e-commerce. Et c'est là que je suis arrivé à aller louer un camion et à partir avec un ami à moi à Aubervilliers, comme dans La Vérité si je mens, et à partir acheter des quantités de stock de vêtements. Voilà. Résultat, un site internet, donc pour un petit peu, si vous connaissez le numérique, avec un taux de conversion de 0,01%, ça fait une vente pour 1000 visites. Autrement vous dire que c'est pas terrible. Rien qui n'allait, le pricing qui était pas bon. On avait acheté la moitié, ou je sais plus quelle proportion de stock, c'était du taille unique. Donc aller vendre du taille unique sur internet, c'est quand même relativement complexe. Mais bon, c'était une expérience. Une expérience qui finalement, sur laquelle, quand on parle de rebond, dans la vie d'un entrepreneur, il y a deux types de rebonds. Il peut y avoir le rebond, on va dire, d'entreprise pure, quand il se passe quelque chose dans votre entreprise et du coup vous bifurquez, vous prenez un autre chemin pour essayer de vous en sortir, comme on l'a fait avec FireRank et comme je vous l'expliquerai juste après. Mais il y a aussi les rebonds personnels qui sont tout aussi importants. Et l'importance dans tout ça, quels que soient vos projets, quoi que vous soyez mené à entreprendre dans votre vie, que ce soit une entreprise, que ce soit une association, que ce soit... Il faut garder l'esprit ouvert et toujours se remettre en question pour pouvoir changer de cap continuellement. Et moi, c'est ce que j'ai fait fort de cet échec, finalement. J'en avais conclu que je n'étais pas un marketeur, que je n'étais pas un vendeur, que les questions qu'on se posait à l'époque de la création de cet e-commerce, c'était comment l'infrastructure serveur allait tenir le choc et pas du tout comment est-ce qu'on allait vendre. Donc on ne se posait pas les bonnes questions. Et finalement, en sortant de tout ça, je me suis posé une question qui a lancé, on va dire, un petit peu le début de FireRank. Parce que vous allez voir que finalement, une entreprise, c'est avant tout un projet personnel. Ce n'est pas simplement j'arrive et je dis hop, je crée une entreprise, j'ai de la chance, ça marche, 3 ans après je me retrouve là, je suis super fier. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est qu'une entreprise, c'est généralement un projet de vie. Ce projet de vie, moi je l'ai commencé avec ce premier échec qui finalement m'a fait me remettre en question totalement et me dire bon, j'ai besoin de compétences. Ok, à l'époque, j'arrivais à faire venir du monde sur un site internet. Mais j'avais besoin d'apprendre le marketing internet, j'avais besoin d'apprendre comment est-ce qu'on vend quelque chose sur internet, j'avais besoin d'apprendre quels sont les différents mécanismes de conversion sur internet, enfin comprendre internet, ce que je ne connaissais pas finalement au-delà de la partie technique. Et à cette époque, donc là on va rentrer dans le sujet réseaux sociaux, on va beaucoup parler réseaux sociaux. J'espère que vous êtes sur Facebook. Je pense que... Je ne sais pas si elle se pose encore cette question en 2018. Est-ce que vous n'avez pas encore quitté Facebook, plutôt la question en ce moment? Voilà, c'est ça, c'est la question du moment. Et donc c'était dans les années où finalement, ça y est, Facebook était en train d'éclore, où tout le monde parlait de ça. Ouais, t'es sur Facebook, t'as eu Facebook. Donc là, on revient dans les années 2008-2009, où il y a eu une arrivée massive, où tout le monde se jetait sur Facebook. Et comme... À l'époque de Google au début, ceux qui étaient, on va dire un petit peu techniciens, donc on les appelait les référenceurs sur Google dans les années 2001, 2002, 2003, il y avait énormément de choses à faire sur Google, hein. Il y avait des choses fabuleuses. Je me souviens, moi, j'ai des amis qui avaient fait un site à cette époque. Vous se positionner sur Google en tête de liste, quand on était dans les années 2002-2003, c'était très simple, c'était très facile. Et aujourd'hui, c'est impossible. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué. Et j'avais un ami qui avait créé un site de rachat de crédit. Aujourd'hui, se positionner sur le terme rachat de crédit, c'est impossible. Et en étant premier sur Google, il arrivait à drainer du coup une audience très forte sur son site internet. Et la publicité sur les rachats de crédit et tout ce qui touchait au crédit rapportait entre 2, 3, 4 ou 5 euros le clic. Donc ça, multiplié par des dizaines de milliers de visiteurs tous les jours, et bien là, on entrait, ça y est, dans cette création totalement autonome sur laquelle il n'y a rien à faire et qui rapporte de l'argent tout le temps.
Ça, c'était un petit peu, comment dire, quelque chose que je voyais. Pour moi, c'était magnifique. Je rêvais de quelque chose comme ça, quoi. Pouvoir avoir un système autonome qui rapporte de l'argent et qui évite de travailler. Mais j'ai pas réussi. Du coup, j'en reviens à Facebook. On était à Facebook dans les premières années de Facebook. Et là, en fait, pour créer cette audience en fait, sur les e-commerce, quand Facebook est apparu, si vous y étiez déjà, il y a eu tout un tas de pages qui sont sorties, des pages communautaires. Ça allait de « mon lit il est possessif le matin, il ne veut pas me laisser partir » à des trucs un peu plus exotiques comme « mieux vaut être sous que con, ça dure moins longtemps ». Il y avait des tripotées de pages comme ça. Et ce qui était fou, c'est que Facebook n'avait que très peu la main dessus parce que comme Google en son temps, on était sur un réseau totalement immature. Et c'était des communautés de centaines de milliers, de millions de personnes sur lesquelles on pouvait communiquer. Et on était à une époque qui était complètement folle, parce qu'à cette époque, aujourd'hui, si vous regardez votre fil d'actualité Facebook et même maintenant Instagram, le contenu que vous voyez, il est traité en fonction de ce que Facebook estime être le mieux pour vous. C'est ce qui pose d'ailleurs des problèmes entre les fake news et entre les bulles d'amis qui fait que si on est de gauche, on ne voit plus que du contenu de gauche qui apparaît parce que Facebook estime que c'est ça qu'on a envie de voir et pas du contenu de droite, ce qui pose beaucoup de problèmes. À l'époque, c'était vraiment différent. C'était finalement comme sur Twitter. Le dernier post qui avait été publié, c'était le dernier post que vous voyez. Donc du coup, si vous aviez une communauté suffisamment grosse, donc en l'occurrence une page comme ça, vous étiez capable de publier du contenu qui était vu par des centaines de milliers de personnes en instant T. C'est ce qui permettait finalement, dans le monde de l'e-commerce, de faire beaucoup de ventes, tant soit peu qu'on connaisse le milieu dans lequel on travaille. Et donc cette envolée de Facebook, nous à l'époque on créait plein de communautés. Je me souviens quand on comptait en millions c'était des fans à l'époque, c'était pas des j'aime. On avait des fans sur Facebook en millions de fans. On avait, je crois, un cumul de 30 millions de fans. Enfin, c'était une folie furieuse. J'étais encore étudiant à ce moment-là, et ce qui se passait était complètement fou parce qu'on montait en fait des sites de contenu, ce qu'on appelait d'infotainment, plein de publicités. Et avec ces communautés, on était capable en fait finalement de drainer une audience affolante sur ces sites-là. Donc moi à l'époque j'étais étudiant, donc forcément ça a permis d'ouvrir tout un tas de choses, on va dire surtout d'un point de vue financier. Et petit à petit, ces choses ont commencé à se structurer, c'est-à-dire qu'on a vu des sites apparaître. Donc si vous êtes surtout de la génération milléniale, vous devez connaître les sites comme Démotivateur, comme Minute Buzz et consorts qui sont apparus dans ces années 2010-2011. Donc là, on a un petit peu avancé. Il se passait plein de choses folles sur Facebook. Je me souviens, c'était 2010, parce que pendant la Coupe du Monde de 2010, j'avais créé, en fait, c'était l'époque où vraiment sur Internet, il y avait une viralité, ce qu'on appelait une vraie viralité. Vous publiez quelque chose, si votre contenu, il était bon, il était viral, c'est à ce moment-là finalement que ce mot de viralité est apparu, ça prenait une ampleur pas possible. Moi, je me souviens, j'avais créé le pot de départ de Domenech, un événement Facebook, donc on revient vraiment en 2010, et ça avait pris en 48 heures une ampleur totalement folle. Parce que je m'étais retrouvé interviewé en direct à la radio pendant la mi-temps du match, à devoir parler sur la sanction qu'il y avait eu sur Johan Gourcuff. Du coup, je me souviens qu'il avait pris un carton rouge, alors que je ne suis pas du tout footeux. Donc il se passait vraiment une ampleur complètement folle sur les réseaux sociaux à cette époque-là, et en l'occurrence sur Facebook. Toujours dans cette démarche en fait, d'être entrepreneur, j'avais lancé différents projets, j'essayais en fait, donc j'avais des sites où je drainais de l'audience, et en fait on a une culture, en tous les cas nous notre petit groupe, parce qu'on a un petit groupe de personnes de collaborateurs qui travaillons ensemble, une petite équipe, on a une culture du test qui consiste à dire tout le temps quand on fait quelque chose, on ne se lance pas sur un gros projet par exemple qu'on va se dire je vais lancer une entreprise, j'en ai pour 2 ans pour créer un projet. On se dit, tiens,
On essaye, on se donne un temps court, et en un temps court, on essaye finalement de produire quelque chose qu'on va pouvoir tester tout de suite. C'est comme si finalement vous aviez un beau projet d'entreprise et que votre projet d'entreprise, vous le créez en un mois et que vous puissiez le tester tout de suite. C'est ce qu'on a fait avec notre application récemment et c'est ce qu'on a fait avec beaucoup de projets. J'avais pris d'ailleurs un livre pour vous montrer en fait. Hop. C'était à l'époque, pour vous dire qu'on est vraiment très Facebook. On avait créé une entreprise qui s'appelait Be & Book. C'était le livre de votre vie Facebook. Toujours avec comme projet l'automatisation des tâches. C'était un petit projet qu'on avait créé rapidement, qui n'a pas spécialement bien marché, on va dire, mais qui avait quand même fait ce qu'il avait à faire. Et toujours dans ce projet d'automatisation, le but c'était vous arriviez sur notre site internet, vous vouliez faire un cadeau à un ami, ça, vous le choisissiez en vous connectant avec Facebook, ça vous sortait sur le site automatiquement tout le livre de sa vie, avec les photos, avec tout ce qui va bien, voilà à quoi ça ressemblait un petit peu. Donc en fait, tout l'historique Facebook qu'on pouvait retrouver directement à l'intérieur d'un livre. Et voilà, tout simplement. Tout simplement, je ne sais plus où je voulais en venir. En gros, l'idée c'était ça. C'était quand vous commandiez le livre sur le site internet, la commande partait chez l'imprimeur à Lille et vous receviez directement le livre chez vous. Et l'idée, encore une fois, dans cette culture du test, c'était d'être capable d'itérer sur des micro-projets et de pouvoir essayer d'en ressortir quelque chose, d'en construire quelque chose. Donc il y a des choses qui se sont bien passées, d'autres qui se sont moins bien passées. Et au fil du temps, moi, je suis sorti un petit peu des réseaux sociaux à ce moment-là. C'est-à-dire que pour moi, tout ça, c'était trop volatile, c'était beaucoup trop beau. Il se passait des choses beaucoup trop extraordinaires sur les réseaux sociaux. Et je suis revenu en fait sur quelque chose de plus terre à terre. J'ai voulu à ce moment-là être entrepreneur de manière plus basique, enfin plus basique, non pas plus basique, mais plus terre à terre. Et donc je me suis lancé dans le monde de l'agence web où j'ai lancé une agence digitale, donc là très traditionnelle, activité très traditionnelle, création de sites web, communication digitale, tout ce comme il en existe beaucoup. Et pendant ce temps, il était en train de se passer finalement une mutation. Il était en train de se passer quelque chose sur Facebook. C'est que les médias les médias, à l'époque on ne parlait pas de médias, mais les sites de buzz, donc vous en avez beaucoup vu, ça faisait beaucoup de clickbaiting pour tous ceux qui étaient sur Facebook, sont devenus des médias. Ils sont devenus, ils étaient capables de drainer une telle audience que il y avait une structure qui venait de se créer. Et donc rapidement, nous, au bout de Dixia, au bout de l'agence web, au bout de, je crois, 2 ou 3 ans, on a pris la décision de revenir à ce milieu-là. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On sait qu'il se passe quelque chose dans cet univers-là. Cet univers-là, on le maîtrise bien. Et donc j'étais avec mon associé. On était à la pépinière d'entreprise Pascalis à Clermont. Donc on fumait une clope, on buvait un café en bas. Et mon associé me dit, pour rendre à César ce qui appartient à César, il dit, j'ai une idée, on pourrait faire un site de liste. Un site de liste. Bon, ça ne vend pas du rêve comme ça. Et c'est bien là où je veux en venir. C'est que c'est vraiment pas l'idée qui compte, encore une fois. C'est que le projet entrepreneurial s'inscrit, en tous les cas, en mon sens, dans un projet de vie, dans ce qu'on a pu faire dans notre vie. C'est-à-dire qu'un site de liste, non, l'idée, elle n'a pas de valeur. Par contre, ce site de liste, ce qu'on ne dit pas, c'est que dès le premier mois, il était capable de faire entre 150 et 200 000 visites par jour et d'être monétisé de lui-même. Et donc, de fait, de créer une activité en fait, rentable et pérenne dès le premier mois d'activité. Pourquoi ? Parce que finalement, il ne s'agissait pas d'une entreprise lancée comme ça à un instant T, il s'agissait finalement vraiment d'inscrire un projet entrepreneurial face à un passé. Et pour le coup, nous, ce qu'on maîtrisait, ce qu'on connaissait bien, c'était les différentes mécaniques d'acquisition d'audience via les réseaux sociaux. C'était un sujet qu'on maîtrisait même parfaitement. Donc on a lancé ce site de liste, on était encore plein de rêves, on a encore plein de projets. Donc à l'époque de notre projet FireRank, ce qu'on voulait faire, alors c'était
encore. On est des rêveurs, on est des grands rêveurs, hein, mais on tombe vite souvent sur nos pieds à dire « Ah, ça ne se passe pas comme ça ». On voulait créer en fait finalement un site de classement où tout le monde allait pouvoir voter sur les classements et que nous, grâce à cette donnée qu'on allait pouvoir collecter sur l'ensemble des votes de l'audience qu'on emmenait chez nous, on allait pouvoir faire de la prédiction. Et on l'a fait un peu au début pour une chose extrêmement pertinente pour les Miss France. C'est-à-dire que quand on venait de lancer notre site, il y avait l'élection des Miss France à ce moment-là, et on avait réussi à sortir les 5 premières, le classement, les 5 premières Miss France, on les avait à l'avance, grâce à l'ensemble des votes des utilisateurs. Et l'idée, c'était vraiment de créer une plateforme de classement sur laquelle on allait drainer un maximum d'audience pour collecter de la data et d'être capable de faire à terme de la prédiction. Et là, premier rebond, bifurque du projet FireRank, parce que finalement, on se rendait compte que ce projet de data, il était super, mais que la publicité et les contenus, comme on les appelle un peu putaclic, ils rapportaient 10 fois plus. Donc rapidement, on a commencé à finalement faire un petit peu ce qu'on appelle vendre notre âme au diable, tout simplement. C'est qu'on a commencé à avoir, au début, on avait une magnifique plateforme, 6 mois de développement, qui justement n'allait pas dans notre culture du test, on avait pris beaucoup de temps pour la concevoir. Et on commençait à trouver, au début, donc il y avait le classement de la meilleure paire de skis, de la meilleure bouteille de vin, la plus belle des Miss France. Et ça commençait un petit peu à déraper, c'est-à-dire que ça devenait le classement du... qu'est-ce qu'on a pu avoir? Des classements, on va dire, exotiques. J'aime bien ce terme. Et du coup, très rapidement, on a dû prendre une première décision sur ce projet. Ça a été de scinder en deux, finalement, cette activité, parce qu'on se rendait compte que le projet initial qu'on avait pensé n'était plus le projet qui était en train de devenir. On avait déjà complètement changé, parce qu'on allait finalement au gré de la monétisation. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, avec le recul, en tous les cas, personnellement, je considère que monter une entreprise, c'est ma métaphore, celle que je sors tout le temps, j'aime bien, c'est comme un mur d'escalade. C'est-à-dire que quand moi j'ai été amené plusieurs fois à rencontrer des financeurs, être capable de sortir un prévisionnel à 3 ans de manière très précise, ça a toujours été extrêmement complexe pour moi. Parce que finalement, on sait où on veut aller, on voit le haut, on se dit « je veux aller là-haut ». Par contre, on n'a aucune idée de comment est-ce qu'on veut y aller. On est capable de voir les prises à 1 mètre ou 2 au-dessus de nous, mais on n'est pas capable de voir les prises à 10 ou 15 mètres. Et donc, finalement, on va un petit peu au gré du vent et on se laisse guider par la force des choses, voir là où ça nous emmène. Et ça nous a amené à plein d'endroits superbes, c'est-à-dire que du coup, on est revenu sur un FireRank, firerank.com, qui n'était qu'un site web, beaucoup plus qualitatif, où on faisait des classements, où on essayait justement de traiter cette data, essayer d'être capable de créer des algorithmes qui allaient permettre justement d'optimiser les résultats de classement pour se dire en fonction de vous, ce que vous aimez, qu'on soit vraiment capable de vous sortir le classement adapté à vous grâce à la data. Et à côté de ça, on avait monté d'autres sites web qui, eux, par contre, sur lesquels on était capable d'assumer pleinement d'avoir vendu notre âme au diable et de faire de l'article très aguicheur. Ça a lancé il y a 2 et 3 ans, ça a lancé vraiment un vrai fouillis sur Facebook, parce que d'un seul coup, sur Facebook, pour ceux en tous les cas qui le consommaient beaucoup, on s'est mis à voir plus que ça dans les fils d'actualité. Il n'y avait plus que ça, buzz machin, buzz truc, buzz ci, buzz ça, avec des sites avec du contenu de clickbaiting, donc vraiment qu'au-titre aguicheur. Et ça drainait des audiences qui étaient monstrueuses. Et l'enjeu, à cette époque-là, pour les quelques... Parce qu'on n'était pas nombreux finalement à faire ça, mais on était tous à avoir plein de sites. Donc vraiment, drainer une audience folle sur Facebook. L'enjeu, il était d'une part d'être capable d'emmener un maximum de monde sur le site. Pour vous dire, nous, on avait certains de nos sites qui faisaient... Et ce n'était pas FireRank, donc c'était vraiment ce que les gens ne voyaient pas, qui faisait... on a un site pendant plus de 10 jours, il n'est pas passé en dessous de 1 200 000 visiteurs uniques par jour. Donc tous les jours, en fait, il y avait plus d'1 200 000 personnes qui venaient tous les jours. Et le but, forcément, comme tout site web qui se monétise par la pub, c'est de se dire combien est-ce que je vais être capable de gagner d'argent pour 1000 visites. 1 euro, 2 euros, 3 euros, 10 euros, 15 euros, 20 euros.
20 € non, mais on a essayé de monter le plus possible. Et là, donc, voilà, le site web, ces sites web qui tournent, cette double activité. Moi, à ce moment-là, en plus de ça, parce que c'était vraiment un vrai vrac, j'étais parti vivre à l'île Maurice, au soleil un petit peu pendant quelques mois, histoire de tester un petit peu ce qu'on appelle l'entrepreneuriat au soleil. Ce que je vous invite à faire si un jour vous en avez l'opportunité, parce que c'est vraiment sympa. Mais pas autant que ça, parce que finalement, on se rend compte que quand on est dans un projet, qu'il y a une croissance qui se crée, qu'il y a quelque chose qui se crée, on a envie d'être sur le terrain. On a envie de se dire, quand derrière vous vous rendez compte que chaque mois, vous avez augmenté de 30 ou 40% de votre audience, pareil sur la monétisation, vous êtes obligé de recruter vite, et qu'il y a quelque chose, qu'il y a un engouement complètement fou qui se crée, que vous rentrez là-dedans, et ben, d'être à l'île Maurice, finalement, même s'il y a de belles plages et tout ça, vous avez envie de rentrer chez vous pour suivre tout ça. Et puis, les choses ont évolué, et encore une fois, nouveau rebond, nouvelle bifurque, les usages ont commencé à changer. C'est-à-dire que on était allé loin. Je ne sais pas si vous vous souvenez sur Facebook, encore une fois pour ceux qui en avaient l'habitude, mais c'était devenu les articles que vous consommiez, je pense que ça parlera à certains d'entre vous, étaient divisés en 10, 15, 20 pages. C'était un enfer, c'est-à-dire que pour lire un article, il fallait voir 10 pages. Pour la simple et bonne raison que 10 pages vues, c'est 10 fois plus de publicité affichée, et une page vue, c'est 10 fois moins. Donc ces sites-là étaient vraiment devenus finalement des usines à cash qui ont envahi les réseaux sociaux et sur lesquels un maximum de monde finalement essayait de jouer à ça. Et rapidement, les usages ont changé. La façon de consommer le contenu a changé, et on a vu apparaître, il y a 2 ans de ça, la vidéo. On s'est tous mis finalement à beaucoup moins cliquer sur les articles, peut-être parce qu'on en avait marre justement de ces sites pleins de pubs, ou parce que on avait moins de temps pour accéder à l'information, parce que finalement de se dire je clique sur un article sur Le Monde pour le lire, c'est quand même une démarche forte. Il y a une consommation de contenu qui est quand même forte. Et Facebook, du coup, pour aller dans les usages, on passait les vidéos que vous voyez dans vos fils d'actualité, maintenant ils le font tous de toute façon, en lecture automatique. Et là, on s'est mis à sortir de moins en moins de nos fils d'actualité. Alors à ce moment-là, forcément, nous, on voit nos audiences qui baissent, on voit les usages changer. Et encore une fois, comme un mur d'escalade, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait ? Là, il y a une vague, il y a un courant qui est en train de se créer. Nous, on est avec notre plateforme à essayer de collecter un maximum de votes. Et à côté de ça, il y a une opportunité extraordinaire qui est en train de s'ouvrir pour nous. C'est qu'avec la vidéo, avec les communautés qu'on a, avec les audiences qu'on est capable de pousser sur Facebook, on est capable de créer finalement un média 100% vidéo qui peut avoir des audiences spectaculaires. Et donc un jour, on a pris la décision, qui a fait pleurer les développeurs, de fermer le site web. On a dit, bon, on arrête le site web et on va devenir 100% vidéo, 100% Facebook. Je vous assure que ce n'est pas une décision facile, parce que moi qui viens de l'univers technique, donc voilà pour le coup, donc un G en informatique, ça voulait dire quitter un petit peu ce monde Enfin, pour moi, en tous les cas, j'avais la sensation de quitter le monde des startups où on crée une application ou un site web pour aller 100% sur Facebook et produire exclusivement du contenu sur Facebook. Donc là, on a commencé à s'équiper sur un métier qu'on ne connaissait pas du tout. On s'est équipé de caméras, on s'est équipé de drones, on a monté les fonds verts, on a dû tester plusieurs types de caméras parce qu'évidemment, on n'y connaissait rien, on y allait sur le tas vraiment. On s'est tous mis à Adobe Premiere et Adobe After Effects. On a passé des week-ends à se former et à essayer de découvrir les joies du montage vidéo, qui était un métier qu'on ne comprenait pas, enfin pas qu'on ne comprenait pas, qu'on ne connaissait pas. Et c'est ça finalement la force aussi des petites structures, c'est d'être capable d'être agile
et de se dire, bon, bah, aujourd'hui, on fait ça, on est rédacteur, enfin, on avait des rédacteurs, comment est-ce qu'on va être capable de reconvertir une partie des équipes à du montage vidéo? Et c'est vraiment ce qui fait la force aujourd'hui d'une petite structure, c'est sa capacité à changer, à bifurquer et à emmener l'équipe avec l'évolution de la structure. Et là, on est devenu donc ce média 100% vidéo, 100% social. Donc on était sur Snapchat, Instagram, mais principalement sur Facebook. Les choses sont un petit peu envolées pour nous, c'est-à-dire que sur 2017, on a fait 1,6 milliard ou 1,7 milliard, je ne me souviens plus exactement, de vidéos vues, de manière totalement organique, c'est-à-dire qu'on n'a jamais acheté une publicité sur aucune de nos vidéos. C'était vraiment totalement naturel. On publiait les contenus et les contenus étaient vus. Il y avait des performances extraordinaires sur ces contenus. On a même eu la concurrence qui est descendue de Paris pour venir nous voir et venir nous demander comment est-ce que vous pouvez faire des perfs comme ça. Et en fait, c'était juste, encore une fois, parce qu'on était passionnés de ce qu'on faisait. On adorait faire ça. On partait sur les parcs aquatiques, on partait faire de la tyrolienne. En fait, notre projet, il était d'être des producteurs de contenu vidéo, d'être un média vidéo, mais qui incarne le contenu. C'est-à-dire que si on fait une capsule de 2 ou 3 minutes sur un parc aquatique, on y va dedans. On vit le truc. C'est-à-dire que on essayait de créer quelque chose qui était à mi-chemin finalement entre ce qu'aujourd'hui on voit avec les influenceurs, qui sont très suivis, où il y a une accroche émotionnelle forte, et un média plus traditionnel qui a une approche contenu. Et l'idée, c'était de lier les choses, parce que, j'en suis encore convaincu, il y a une profonde mutation dans la consommation de l'information aujourd'hui, surtout pour les jeunes générations. Et ça va aller plus dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le contenu, c'est bien, mais s'il est incarné par quelqu'un, c'est encore plus fort, surtout sur Internet, parce qu'on ne s'accroche pas à une marque média. Aujourd'hui, pour ne pas citer de nom de concurrent, je vois le mal fou qu'ils ont finalement à créer une valeur sur leur marque, alors qu'un influenceur, aujourd'hui, il est capable, vous prenez un Cyprien ou quelqu'un comme ça, il va drainer des foules qui sont folles. Donc, je pense que dans le futur, en tous les cas, il va vraiment y avoir, et on le voit, donc pour ceux qui suivent encore bien ces sujets-là, Combini, qui ont recruté Hugo Clément de Quotidien récemment. Donc ça va vraiment dans cette approche-là qui consiste à dire, faisons du contenu média, mais faisons vivre ce contenu média. Et un jour, alors que tout se passait super bien pour nous, super belle aventure, on s'amusait, un jour férié, je raconte ça un petit peu mélodramatique, un jour férié le 1er novembre 2017, je m'en souviendrai de celui-là, jour férié, on était quoi? On était avec les développeurs, on était au bureau, on bossait parce que c'était un mercredi, je crois, donc un mercredi férié, c'est pas super intéressant. Donc on était allé bosser. Et là, 18h, ding ding, les mails, bim 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 bim, on se met à recevoir une quantité de mails de Facebook. En fait, premier mail, FireRank TV Ciné, dépublié, 1 400 000 abonnés sur le monde du cinéma, disparu. Ok, petite sueur. Et 2 minutes après, gling gling gling, FireRank shopping, FireRank food, FireRank, enfin tout, dépublié, des centaines de mails. Moi, je ne sais plus sur combien j'étais administrateur de page, parce qu'en fait, je donnais pas mal de consulting, et puis j'avais accumulé finalement une quantité de pages Facebook depuis 2007-2008 qui était astronomique. Donc, une quantité de mails en conséquence, parce que chaque mail, chaque dépublication, un mail. Page dépubliée. OK. Donc là, un peu plus de sueur, forcément, ça commençait à même sérieusement couler. Et puis, 5 minutes après, boum, mon compte aussi, mon compte Facebook, qui saute par la même occasion. Et je peux vous assurer que finalement, sur le coup, c'est presque ça qui m'a fait le plus mal. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais quand on a une vie sur Facebook ou une vie sur les réseaux sociaux, la quantité de souvenirs et de contenu. Alors ça va, j'avais ça. Je me suis dit que c'était assez intelligent finalement d'avoir fait ça. Mais il n'y a pas tout. Le site est fermé, dommage, j'aurais pu peut-être faire une vente ou deux. Mais je ne sais plus ce que je voulais dire.
Voilà, merci. Excusez-moi, je fais souvent ça, j'oublie ce que je dis. Et voilà, et je me suis retrouvé d'un seul coup inexistant des réseaux. Et quand on vit sur les réseaux sociaux, passe forcément par la force des choses, Instagram étant lié à Facebook, Instagram on ne peut plus se connecter non plus, etc. Inexistant des réseaux, complètement fou. Et voilà. Excusez-moi, je bloque un peu, ça m'arrive. Je ne l'ai pas raconté souvent. C'était un moment de solitude. C'était un grand moment de solitude. J'étais pas le seul en fait. Tout le monde au bureau, ça a été un grand moment de solitude pour tout le monde. Et donc voilà. Et donc à ce moment-là, on s'est posé la question, on s'est dit qu'est-ce qui se passe ? Donc là, on a vu, parce que nous, on a fait un grand bruit médiatique à ce moment-là, ça a beaucoup parlé. On a eu le droit dans les articles sur Le Monde, sur Ouest France, sur Le Temps, La Montagne aussi, et bien d'autres journaux. Il a été dit tout et son contraire. On s'est retrouvé finalement embarqué dans une bulle médiatique plus forte que nous. Parce que j'avais à ce moment-là, moi j'avais publié une lettre expliquant un petit peu ce qui s'était passé et comment est-ce que je considérais les choses. Et du coup, les gens se sont emparés de ça. Et alors que FireAnk représentait 5% en France, on va dire, des réseaux, des pages qui avaient été dépubliées, c'est comme si il n'y avait plus que FireAnk à ce moment-là et que tout le monde ne parlait plus que de ce FireAnk qui s'était fait dépublier par Facebook. Alors qu'il y a eu je ne sais pas combien de pages du groupe Partouche qui ont sauté, de chez Jiffy qui ont sauté, le média La Villa qui a sauté, même ce que j'avais écrit dans ma lettre, le théâtre de Châtel-Guyon qui avait sauté, mon ami qui avait son e-commerce avec des dizaines de milliers de fans sur le déguisement en ligne qui avait sauté, tout avait sauté. Et donc à ce moment-là, forcément, tout le monde au bureau, on se retrouve, on fait qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Il y avait deux choses. C'était une phase assez compliquée. C'est qu'en gros, il y avait tout un tas de personnes qui, eux, avaient disparu, s'étaient fait supprimer des réseaux, mais clairement supprimés, ils n'existaient plus. Et nous, on était dépubliés. Donc forcément, on se disait, on a peut-être une chance, on doit pouvoir revenir. Donc on rentre en contact avec Facebook, avec le président de Facebook France, avec machin, avec ci, avec ça. Et rien à faire parce que ça touchait à la sécurité de Facebook. Parce que ce qui s'est passé, et ce qui est fondamentalement grave en tous les cas pour nous et encore plus pour les Américains, c'est que, comme aujourd'hui on le sait, il y a eu une ingérence dans l'élection américaine des Russes. Et ce qu'ont fait les Russes, c'est qu'ils ont employé des méthodes en fait, pour développer des bases d'abonnés sur Facebook pour obtenir de la visibilité. Et ces méthodes-là, je les avais utilisées il y a des années auparavant sur une page qui n'avait rien à voir avec FireAnk. Sauf qu'il y a eu un espèce de tir au lance-roquettes de Facebook où ils ont tiré dans le tas pour toute année entière et dire ça touche à notre sécurité, on coupe tout ça et on s'assure que ça n'arrive pas. Et donc, forcément, moi, ma page, je ne savais même plus en plus que j'avais. Aujourd'hui, je ne suis même pas sûr de savoir de laquelle il s'agit. Mais tout a été dépublié du coup. Et c'est ça en fait, dans le sens où nous, en fait, était un petit peu notre détresse à ce moment-là, c'est qu'il y avait une bulle médiatique qui se déclenchait contre nous. Et nous, on criait, mais non, on n'est pas supprimé, on est dépublié. Ce qui pose problème a été supprimé. Et voilà, donc les choses sont... Pendant 15 jours, 3 semaines, ça a été forcément une situation assez compliquée. Mais en tant qu'entrepreneur, la vraie question à se poser, c'est qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie ? Parce que moi je me souviens à ce moment-là, les gens venaient me voir, me parlaient, me dire je suis vraiment désolé, comme s'il y avait eu un décès. Comme si j'avais eu un décès dans ma famille, mon frère qui était mort ou pas. Je touche du bois, c'est pas le cas. Alors qu'en réalité, une entreprise, il faut bien le garder, ou un projet entrepreneurial, c'est ni plus ni moins qu'un projet. Et un projet, ça va, ça vient. Et il y a eu des moments dans ma vie qui ont été extraordinaires, justement, quand j'étais sur l'île Maurice, dans mon lagon, à 30 degrés, avec une villa extraordinaire, avec des sites qui faisaient des millions de visites et des revenus complètement fous. Et d'autres moments où, justement, vous faites un article sur Le Monde, ou derrière qui est sans queue ni tête, où on vous appelle et on vous dit qu'est-ce que c'est que cette histoire. Et voilà. C'est ça aussi l'entrepreneuriat, c'est ça de créer des projets. Et finalement, c'est une expérience hyper forte dans laquelle c'est pas linéaire, il y a des hauts, il y a des bas, et il faut continuellement... c'est comme une relation de couple finalement, en fait. Faut le vivre
pour ressentir les choses, voir ce qui se passe dans cette vie-là et l'apprécier. Et donc pour finir, à ce moment-là, dans ce sens, ça a été fou parce que je me souviens de mon CTO, donc mon directeur technique, qui me dit une chose, et en fait il avait ressenti l'esprit de l'équipe, fait c'est fou, parce que malgré ce qui vient de nous arriver, je devrais être triste, mais je me sens stimulé. Je me dis, comment est-ce qu'on va pouvoir sortir de cette affaire? Comment est-ce qu'on va pouvoir rebondir? Et donc là, tout de suite, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on abandonne ou est-ce qu'on y va? Et on avait vu aux États-Unis, une semaine avant en plus que FireRank soit dépublié des réseaux, on avait vu un concept extraordinaire qui était en train de se passer, qui est le Game Show. D'ailleurs, je crois que c'est ce soir, c'est de la folie, il y a 250 000 € à gagner. En gros, c'est une application, c'est un rendez-vous. Vous allez voir, c'est en train d'arriver en France, c'est en train d'arriver dans tous les pays du monde, c'est quelque chose qui va cartonner et qui cartonne aux États-Unis. En gros, votre application, c'est une application mobile qui vibre à 1 heure, donc nous c'était à 20h50. Et là, c'est parti pour un show en direct d'une dizaine de minutes. C'est comme une émission de télé, vous avez 10 questions, et tous ceux qui arrivent jusqu'à la question 10 se partagent la cagnotte. C'est en fait le déport d'une émission de télé sur smartphone. Ça vient des États-Unis, là-bas ça s'appelle HQ Live Trivia Game, ça cartonne. Ce soir, va y avoir au moins 1 500 000 joueurs sur la partie avec 250 000 € de cash prize. Donc une folie. Et on s'est dit, on a des compétences, parce qu'au-delà de plus avoir de communauté, on a des compétences, on sait produire du contenu, on sait drainer une audience, on n'a plus de pages, mais ce n'est pas grave. Donc on est parti en mode rush, comme on sait le faire. Et en 3 semaines, on a sorti une application Android et iOS de Game Show. Donc le premier Game Show, la première émission de télé sur mobile, sur smartphone, en France. Là, on a, par les moyens qu'on maîtrisait bien, très rapidement, on a réussi finalement à constituer une base d'utilisateurs. Donc en 1 mois, on a réussi à avoir 100 000 utilisateurs sur l'application, un petit peu plus qu'un mois et demi, je crois. Donc les choses sont super bien passées. Et donc, rebond. C'est-à-dire qu'on était reparti. Forcément, on avait dû automatiquement se séparer d'une partie de l'équipe parce qu'on passait de 30 personnes à un petit peu moins. Parce que forcément, on n'avait plus besoin de tous ces monteurs vidéo. C'était forcément c'est la partie triste de l'histoire, mais on n'était qu'avec des jeunes et aujourd'hui, là, quasiment tous ceux qui nous ont quittés ont pu rebondir ailleurs. Et voilà. Et puis aujourd'hui, au MyQuiz, on fait encore une bifurque. C'est-à-dire qu'on est en train de le revendre, on a une belle proposition de rachat. Donc on s'est dit, on y va. On a envie encore de passer à autre chose. Et voilà. Et c'est ça, c'est ce que je venais partager avec vous ce soir. C'est ça, la vie d'un entrepreneur. C'est que c'est des hauts, des bas, des hauts, des bas. Et surtout, en fait, faut s'accrocher au truc, mais c'est juste extraordinaire. Et si j'ai pu donner envie à certains d'y aller, ça sera fait. Voilà un petit peu mon histoire. Si vous avez des questions, c'est le moment. Soyez pas timide, c'est toujours la première à être compliquée. On fait pour avoir 5 000 utilisateurs en 1 mois? De quoi? On fait comment pour avoir 5 000 utilisateurs en 1 mois? Alors, ce qu'on fait, encore une fois, nous, notre métier, notre compétence de base, c'est le growth hacking. Attention, parce que par growth hacking, justement, on nous en a mis. Ouais, c'est des growth hackers. Growth hacker, aujourd'hui, c'est un métier. C'est de trouver des mécanismes qui vous permettent, pour des coûts réduits, faire en gros une com de folie. Et nous, sur Facebook, ce qu'on a fait à ce moment-là, c'est-à-dire qu'en gros, on produisait des contenus vidéo qui faisaient la promotion de notre application. Et par les réseaux de personnes qu'on connaissait, des réseaux de diffusion parallèles à l'Ads Facebook, on arrivait à acheter en gros, on tombait à l'achat d'un inscrit à l'application à moins de 8 centimes d'euros. Alors qu'en temps normal, si on utilisait les trucs plus traditionnels, on était à 1 euro. Et l'idée, c'est vraiment de toujours chercher à droite à gauche, de fouiner pour essayer de trouver les moyens de faire autrement. C'est ce qui nous a permis de créer ces audiences folles et c'est ce qui nous permet aussi finalement sur d'autres projets d'amener du monde, quoi. Voilà. J'ai une question. Est-ce qu'à un moment dans FireRank, quand ça a commencé à croître, tu t'es dit il y a un truc qui va me rattraper ou c'était complètement
inattendu. En toute objectivité, en toute sincérité, et je l'ai redit plusieurs fois, si c'était à refaire, on referait exactement la même chose. Mais exactement la même chose. Parce que ça a été fait dans un temps très court, FireRank. C'est pas une boîte qui a 10-15 ans comme les Topito, Combini et consorts finalement qui étaient un petit peu dans notre écosystème. Et on commençait la diversification. Oh My Quiz, c'était un projet, normalement ça aurait dû s'appeler FireRank quelque chose. Ça faisait partie des projets de diversification qu'on avait. Mais étant donné que FireRank n'avait aucun lien avec tout ça, la probabilité que ça arrive, elle était infime. Le fait est que c'est arrivé, mais oui, c'était imprévisible. Donc il faut accepter aussi des fois dans la vie, je pense, avec le recul, qu'on ne maîtrise pas tout et qu'il y a des événements qui se passent et que on n'y peut rien. Mais non, on n'aurait rien changé, on aurait refait la même chose. Et par rapport aux financeurs, c'est-à-dire quand on est une entreprise industrielle, on est sous-traitant d'un seul et unique client. Ouais. Là, on va dire que Facebook est votre client, mais c'est votre support unique. Monocanal. Le banquier, lorsqu'il se retrouve face à un sous-traitant, il faudra peut-être éventuellement diversifier, aller voir d'autres clients, parce que là, vous êtes à 100% de votre chiffre d'affaires quasiment avec une seule entreprise. Je ne vais pas continuer à vous aider à vous financer très longtemps. Et ça, au niveau de vos partenaires financiers, au niveau de vos experts, vos avocats, c'est quelque chose qui n'a jamais été soulevé. On dit, attendez, il n'y a pas, on va peut-être éventuellement aller tourner sur d'autres plateformes. Alors, il y avait deux choses. En fait, la première, c'est qu'on a toujours eu ce qu'on appelle une gestion à l'auvergnate. Et on n'avait pas de dette. Et on a toujours eu, en fait, dès le départ, en fait, on a toujours été en excédent. C'est-à-dire qu'en gros, quand on discutait avec eux, c'était finalement pour avoir un emprunt, mais dont ils savaient qu'on avait une capacité de remboursement sans aucune difficulté. Donc ça ne nous a jamais posé problème. Et le deuxième point, c'est qu'on avait vraiment une vraie stratégie de diversification. Il nous aurait fallu 2 ans de plus pour que vraiment on puisse être multicanal et multi-support. Et ça passait justement par la création de valeur très forte autour d'une marque, créer un lien émotionnel entre notre marque et nos utilisateurs pour pouvoir après être partout. Parce que comme un influenceur, ce que je disais tout à l'heure, un Cyprien, demain il y a un nouveau réseau social qui apparaît, Cyprien est dessus, tous ceux qui aiment Cyprien, ils vont directement s'abonner à lui et le support ne devient plus une finalité. Donc ouais, on avait... Est-ce que finalement, ça sort un peu du cadre de l'entrepreneuriat, mais est-ce que finalement les GAFA, les Facebook, Google, Amazon et compagnie, ils n'ont pas un pouvoir de vie et de mort maintenant c'est dur ce que je vais dire comme mot, mais ils ont kidnappé Internet, si, bien sûr, évidemment. Évidemment, parce qu'aujourd'hui, on se rencontre avec les hôteliers et Booking et Google, et j'en connais plusieurs, ils sont tous dessus et ils le regrettent presque. Et dans le monde des médias, c'est encore pire parce que maintenant, justement, moi, je sais que la suite de mes projets va se rapprocher beaucoup du monde des médias, mais c'est une vraie problématique, c'est qu'aujourd'hui, les médias ne sont plus propriétaires de leur audience. Et c'est grave parce que quand à une époque on achetait son journal et que le contenu seul à lui-même s'autosuffisait pour se vendre, aujourd'hui ça décline. Il y a les anciennes générations qui sont encore très papier, très journaux papier, très consommation du contenu média en direct, on va dire, ou les médias locaux. Par exemple, La Montagne en local, ce qui est bien, il se passe un événement sur la région. Je suppose que ça doit faire augmenter les pics de trafic en direct sur le site La Montagne. Mais en dehors de ces aspects-là, les médias, on va dire plus généralistes, ne sont plus propriétaires de leur audience. Et c'est un sujet compliqué. C'est un sujet compliqué. Parce qu'il n'y a plus de trafic en direct. On le voit tous de toute façon, quand à une époque on allait sur les sites web, on allait dans notre barre en haut, on tapait le site web qu'on aimait bien. Aujourd'hui, on est sur notre mobile et le contenu du site web qu'on aimait bien à l'époque, on le consomme dans les fils d'actu de nos réseaux sociaux. Et du coup, quand vous avez été banni de Facebook, vous n'avez pas pu vraiment avoir un dialogue avec eux? C'était non? Parce que finalement, par rapport à ce que tu nous as dit, c'était lié à un événement qui revenait vraiment plusieurs années en avant, pas lié à FireRank, et finalement il n'y avait pas moyen de faire entendre Si, on leur en a écrit des pavés, mais des pavés pleins, on a tenté par tous les moyens de leur expliquer. Vous avez été accompagné peut-être par un avocat ou... Non, en fait ça sert à rien, les avocats, on a voulu à un moment donné et on n'y est pas allé parce que c'est... Parce que pour discuter avec eux et avoir
avoir... Mais on a eu en fait Facebook France. Et la complexité, c'est qu'étant donné, en gros, ce qui s'est passé, parce que j'ai presque bifurqué, les Russes, en fait, ils ont vraiment fait des milliards de vidéos vues aux États-Unis avec des pages Texas Power, machin, qui en fait boostaient Trump et dénigraient Clinton. Et fondamentalement, c'est très grave parce que quand on parle de politique, c'est comme quand on parle de religion. Si tu parles de politique avec un ami, même si tu l'écoutes, un ami, c'est très compliqué qu'il te fasse changer d'opinion. Alors que quand tu regardes une vidéo sur les réseaux sociaux, pour beaucoup de monde, c'est triste, mais il y a beaucoup de monde qui ont la sensation de se forger leur propre opinion. Et c'est là-dessus qu'ils ont joué finalement. Et du coup, on voyait une vidéo là, qui tournait justement sur le Sénat de Californie qui disait à Facebook, écoutez, on va être très clair avec vous maintenant, soit vous réglez ce problème tout de suite, soit c'est nous qui le réglons. Et nous, les retours qu'on avait, c'est qu'il y avait, étant donné que ça touchait à ce problème-là et à la sécurité de Facebook, un mur. Quels que soient nos arguments, quoi qu'on dise, les Français nous disaient, attendez, on envoie vos requêtes à la centrale Facebook aux États-Unis. Il n'y a pas eu de retour. C'est comme ça. C'est aussi un exemple, peut-être aussi pas être... Surtout, en plus, quand ça s'est emballé médiatiquement, c'est qu'après, ça ne pouvait pas revenir en arrière parce que Facebook aurait donné une mauvaise... voilà. C'est quand même relativement simple, parce que c'était, c'est pas notre entreprise, mais c'était la démocratie qui pouvait être altérée par un moyen qui était utilisé. Ouais. C'est un peu l'effet papillon quand même. C'est un effet papillon. Ouais. Voilà. Oui, c'est un effet papillon. C'est dommage que la fleur dans la dernière ait été... Et du coup, le prochain projet Le prochain projet, non, justement, moi, c'est les questions qui m'intéressent de fond, c'est ça, c'est la propriété de l'audience des médias et comment être capable, quelle va être, d'où va venir la nouvelle génération de médias, parce que notre façon de consommer de l'information évolue à une vitesse qui est folle, en tous les cas, surtout chez les millénials. Et comment on regardait le contenu il y a 5 ans, il y a 10 ans, et comment on le regarde aujourd'hui, ça évolue à une vitesse dingue. Et avec l'arrivée des game shows, justement, avec ces rendez-vous, maintenant, voilà, on a le téléphone qui vibre, parce que les applications de game show, c'est fou. Hein, je vous invite à en essayer d'autres. Il y a des concurrents à nous qui sont super. Flash Break, ils s'appellent, ils sont très bien. Et on se prend au jeu dès que le téléphone vibre et se dit « Oh, ça y est, il faut jouer », parce qu'on a été habitué maintenant, finalement, à consommer le contenu tout le temps, quand on veut, où on veut, que quand il y a un rendez-vous, quand il y a quelque chose qui se passe sur son téléphone, on ne veut plus le rater après. Et c'est encore une nouvelle façon d'aborder le contenu. Et on peut imaginer des shows en direct, on peut imaginer des shows en live, on peut imaginer plein de choses. Et moi, je pense qu'il va y avoir les médias vont créer, dans le futur, on va voir des chaînes mobiles sortir. C'est-à-dire que les applications mobiles, on ne télécharge pas trop, mais que les médias vont pouvoir créer leur propre chaîne en ayant une application dédiée pour ça, qui leur permettra d'une part de faire des shows en direct, donc du live interactif, parce que l'intérêt justement d'une émission, d'un game show, c'est qu'il y a une vraie interaction entre le live et les utilisateurs, pas juste par le commentaire ou de mettre un pouce ou un sourire, il y a une vraie interaction entre les deux. Ça apporte une nouvelle forme de contenu et en tous les cas, je crois en ça, c'est ce que croient aussi apparemment les fondateurs d'HQ qui étaient les fondateurs de Vine, Flash Break aussi, on pense pareil. Donc, il y a plein de sujets. Merci beaucoup.